Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. React à chaud de la course sprint. Nous avons eu le droit à une course de monstres, d'extraterrestres, phénoménale. On a 3 pilotes qui sont vraiment sur une autre planète sur cette course sprint et ce week-end en général. Nous allons parler de tout ça, bien sûr, mais avant tout, les practices, la qualification, les qualifications et bien sûr la course sprint. Et ensuite, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a les pronostics pour la course de demain. Donc, passons un petit peu tout ça en revue et commençons par les practices le vendredi, la qualification. Et pour le coup, il n'y a rien de spécial. Pas grand chose de spécifique, on a eu quelques erreurs de certains pilotes, on a par exemple un Brad Binder qui passe en Q1, mais très bonne Q1, super bonne Q2 de la part de Brad Binder qui vient se qualifier très haut sur cette grille de départ. On a un Pedro Acosta qui performe encore une fois en qualification à Misano, il est très bon sur ce circuit, on l'a vu déjà il y a 2 semaines à Misano. Donc franchement, pas de surprise, bonne ou mauvaise surprise, pas de grosse surprise. Alors on a Oliveira qui va passer en Q2, malheureusement c'est une 12e position, mais c'est une bonne chose de fait pour Oliveira qui a eu un week-end et des practices difficiles, enfin un vendredi difficile. Honda, il y a de l'amélioration, mais on va aussi en parler dans le BRK, mais il y a de l'amélioration, il y a du positif, on l'a vu, Juan Mir, Marini qui ont quand même mis des bons tours chrono. Mis à part ça, c'est vrai qu'il n'y a rien de spécial, à part un petit Alex Marquez qui tombe et qui vient pas réussir à faire de bons chronos et qui partira bon dernier ce week-end. Donc voilà, rien de spécial pour le vendredi. Le samedi, dites-moi si vous avez noté quelque chose de particulier, mais c'est vrai qu'on n'a pas de grosses surprises. Mais avant de parler de la course sprint et de ceux qu'on a vus à la télé 99% du temps de la sprint, parlons du génie, de l'énorme, du fantastique Fabio Quartararo. Si Yamaha a apporté des améliorations il y a quelques semaines de ça sur le châssis, un peu d'aéro, de nouveaux réglages, ils sont en train de faire briller Fabio Quartararo. Mais plus que faire briller Fabio Quartararo, c'est Fabio Quartararo avec son talent, avec sa vitesse, avec sa puissance qui remet à la télé, qui remet au goût du jour Yamaha. Franchement, Fabio Quartararo, c'est des practices plus que réussi. C'est une qualification un peu en difficulté, mais plus que réussi au vu de la moto. Et c'est surtout une course sprint, une nouvelle fois, dans les points. Si chez Honda, il y a un peu de progrès, chez Yamaha, Quartararo est en train de tout pulvériser avec cette moto. On peut difficilement comparer avec son coéquipier qui est malade, blessé, absent, qui performe pas tout le temps. Donc c'est difficile d'avoir un point de comparaison. Mais Fabio Quartararo, tout seul, une seule Yamaha, une seule moto, il est en train de montrer, de déployer absolument tout son talent et tout son potentiel. Donc là, ça fait vraiment plaisir de le revoir un peu devant, un peu aux avant-postes. Alors on est loin du podium encore, on est loin du rythme de la victoire, mais à chaque fois, ça devient des points en course sprint, ça devient une Q2 régulière, ça devient un passage en practice banalisé dans le top 10. Donc voilà, alors banalisé, calmons-nous tout de même, c'est Misano, c'est un circuit qu'il affectionne où il est rapide, la Yamaha a l'air de bien fonctionner tout de même. On va voir par la suite sur les circuits asiatiques qui sont très différents, mais pour l'instant, c'est vraiment très agréable de revoir Fabio Quartararo. Et voilà, je voulais faire un point là-dessus parce que il m'impressionne, parce que il est très rapide, parce que tout ça en fait, parce qu'il réussit à faire de très belles choses avec cette Yamaha qui n'est pas non plus ultra compétitive, on ne va pas se mentir. Si Fabio Quartararo est très rapide ces derniers temps, il y en a d'autres qui sont juste injouables sur une autre planète. Parlons avant tout ça de ceux qui sont juste derrière, et encore juste derrière, c'est gentil de dire comme ça, parce que on a quand même une stat intéressante. À la fin de la course, Marc Marquez finit à plus de 5 secondes du leader. Je ne sais pas si on se rend compte, mais 5 secondes sur une course sprint, et on parle bien de l'octuple champion du monde qui a gagné il y a 2 semaines sur ce même circuit. Marc Marquez, il vient de prendre 5 secondes par Francesco Bagnaia, le vainqueur, et Jorge Martin. C'est assez énorme. Alors oui, il a fait des erreurs. Oui, là, les pro Marquez vont ramener l'excuse de la moto, l'excuse de ceci, l'excuse de ça. Et dans les faits, c'est factuel. Je regarde la feuille, je vois quoi? Plus 5 secondes. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Pedro Acosta, Brad Binder se sont bien débrouillés tout de même. Les meilleurs des autres derrière les Ducati GP24 et l'octuple champion du monde, Marc Marquez. Mis à part ça, c'est vrai qu'il y avait absolument rien à faire. On l'a vu, Brad Binder, malgré un bon départ, ça a un peu dégringolé. Quelques petites erreurs par-ci par-là en début de course, ce qui l'a fait retomber directement
en 5e puis 6e position derrière Pedro Acosta. Donc voilà, KTM, c'est très bien ce qu'il propose. Acosta et Binder, c'est bien, c'est ce qu'on attend d'eux, d'être derrière les Ducati et d'attendre si jamais il y a une chute, si jamais ils ont la capacité d'aller chercher un podium, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est leur position, c'est ce qu'on veut et ça devrait être ça absolument toute l'année, se positionner en tant que deuxième force du plateau et aller chercher le top 5, la place que Ducati n'arrive pas à prendre. Donc voilà, c'est ce que j'attends d'eux sur la fin de la saison en tout cas et sur toute la saison prochaine pour essayer de se battre avec Ducati un petit peu plus. Passons maintenant aux leaders qui ont absolument tout pulvérisé. Alors, je vous le rappelle, nous avons un système en MotoGP qui s'appelle la qualification. La qualification, c'est un tour chrono où les pilotes prennent leur moto, la mieux préparée, la mieux réglée pour un tour et donnent tout ce qu'ils ont sur un tour. 100% de leur physique, 100% du potentiel de la moto, 100% de la puissance. Ils donnent absolument tout, mais sur un tour. Voilà, c'est comme un 100 mètres en fait, si vous voulez. On donne tout sur un tour. Là, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Enea Bastianini, pendant 13 ou 14 tours, je me souviens plus exactement de la durée de la course sprint, nous ont fait 14 tours, 2 tours chrono. 14 tours chrono. Alors, à Misano, le tour record, on est aux alentours des 1:30.0 à peu près, hein, c'est exactement ça. C'est le record que Bagnaia a effectué en qualification, record pulvérisé encore une fois. Certains pilotes, notamment Marc Marquez, n'ont pas réussi à descendre en dessous des 1:30.5. Et là, nous avons des Bagnaia, des Martin, des Bastianini. Bastianini, il est en 1:31.1 pendant toute la course sprint. Martin, il est en 1:39, 1:38 pendant toute la course. Bagnaia, il arrive à nous caler à 1:30.7. Donc en qualification, il y a certains pilotes qui n'osent même pas penser, qui n'espèrent même pas, au vu de leur potentiel à eux et de la moto, qui n'espèrent même pas aller chercher un 1:30 quelque chose. Et là, nous avons Bagnaia et Martin qui sont en 1:30 toute la course, pendant 13 tours, 14 tours, avec de la bataille, avec le pneu avant qui chauffe, et qui gère, et qui gère, et qui gère. Franchement, on le voyait notamment en début de course, c'était tellement impressionnant de voir les pilotes absolument tout donner. La vitesse était remarquable, on l'a vu, hein, Marquez largué, Acosta totalement largué, Bastianini, il lui manquait ce petit truc, il lui manquait d'ailleurs les 2-3 premiers tours comme il l'a dit. C'est vraiment cette attaque initiale qu'il n'arrive pas à avoir et ce depuis plusieurs années maintenant. Mais c'est un petit peu dommage. Mais bon, il vient quand même valider un podium, c'est une très bonne chose pour Bastianini. Et devant, voilà, l'erreur de Martin dans Courvonnet dans le secteur 3. Alors on l'a vu, hein, Bagnaia c'est le pilote qui rentre le plus fort dans le secteur 3, dans ce virage ultra rapide à plus de 250 km/h Courvonnet. Martin il est rentré encore plus fort et après on le voit, Bagnaia il freine et Martin il avance un peu plus vite. Donc là, on savait que c'était un peu cuit déjà de base. Petite erreur, en plus il a été un peu déstabilisé par l'avertissement de limite de la piste et Bagnaia qui profite de cette erreur pour passer parfaitement mené, rondement mené, j'ai envie de dire, la course de Francesco Bagnaia qui vient s'imposer. Victoire en course sprint. Voilà, ça fait du bien pour le lead, pas le leader, mais pour le champion du monde en titre. Ça fait du bien de revenir à domicile sur une course qu'il, il y a 2 semaines, aurait dû gagner déjà 2 fois, la sprint et la principale, mais il n'a réussi aucune des deux. Et là, c'est le bon retour. Donc très bien pour Francesco Bagnaia. Passons au pronostic parce que je n'ai rien à dire de plus sur ces monstres de vitesse. Franchement, ils m'ont impressionné à enchaîner comme ça les tours qualifs, les tours chrono, 30.8, 30.9, 30.7. Même le 31.1 de Bastianini sur tout le long de la course sprint, c'est juste une masterclass de performance. On ne va pas se mentir. Passons au pronostic parce que là, je n'ai plus rien à dire. Eh bien, ça va être simple. En Moto 3, les léopards ont l'air d'être très rapides. Engel Piquera, attention à lui. Mais attention à David Alonso. Moi, David Alonso, voilà, je prends pas de risque. À chaque fois, je le mets en tête. À chaque fois, je le mets vainqueur. Parce que bon, on ne sait jamais avec ce pilote. Donc bon, vous savez quoi? Allez hop, je vous le donne comme ça. David Alonso, vainqueur. En Moto 2, j'aimerais bien que Tony Arbolino revienne sur le devant de la scène, nous montre qu'il est vraiment de retour, parce qu'il est vraiment de retour, hein, on l'a vu avec les dernières courses, il n'y a plus vraiment de questions à se poser. Mais là, ce qui manque, c'est cette petite victoire. Donc pourquoi pas Tony Arbolino? Là, c'est plus des choix de cœur, des choix d'espérance, des choix de ce que j'ai envie de voir plus qu'autre chose, plus que de l'analyse pure et dure, parce que sinon,
Je vous demande pas que je mettrai Ayogura. J'ai l'impression qu'il est quand même vachement fort. Et en Moto 3, pourquoi pas une nouvelle fois Angel Piqueras, même si en Moto 3, c'est un peu plus compliqué de savoir. Mais bon, Angel Piqueras. Et sinon, en MotoGP, alors, j'ai deux choix. Mon premier choix, ça serait premier Bagnaia, deuxième Martin, troisième Bastianini, le même ordre que la grille, le même ordre que la course sprint, avec peu de bataille, avec un Bagnaia dominateur qui n'a pas l'air de vouloir céder cette première position. Et demain, je vous le dis, je ne le vois absolument pas perdre. Première place ou rien pour Bagnaia, je pense. Mais j'ai envie d'être un petit peu gourmand, j'ai envie d'être un petit peu joueur et j'ai envie de mettre Bastianini devant Martin. Voilà. J'ai l'impression que sur la fin de la course sprint, Bastianini arrivait vraiment à tenir. Mais, on l'a vu pendant la FP2, Martin, avec des pneus avec plus de 20 tours, était capable de faire de très belles choses. Donc, je ne me tente pas, ça serait de la gourmandise, ça serait de la tentation. Mais bon, pour l'instant, je resterai sur un Bagnaia, Martin, Bastianini. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme ça, on va pouvoir un peu comparer nos pronostics. Pourquoi, comment, ceci, cela. Et on verra le résultat demain. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le BRK du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et voilà, merci d'avoir regardé. C'était Théo. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça. Enfin, la chanson, vous la connaissez si ça vous fait plaisir. On se dit à la semaine prochaine.